Elle voulait juste les restes d'une assiette. Il ne savait pas que cette simple demande allait tout changer. Sur la prestigieuse promenade des Anglais, quartier élégant de la capitale azuréenne, où immeubles aux façades vitrées et voitures de luxe se disputent l'espace avec les palmiers centenaires et les larges trottoirs animés, François Dumont dînait seul dans le restaurant le plus cher de Nice. Vêtu avec une élégance discrète, l'entrepreneur fixait l'assiette devant lui, un poisson grillé accompagné d'une purée de racines artisanales qui restait intacte. Son regard, bien que dirigé vers la nourriture, semblait traverser la table, perdu quelque part entre les chiffres, les profits, les conquêtes et un vide que lui seul pouvait percevoir. La brise marine entrait par les fenêtres ouvertes de l'établissement, se mêlant au bourdonnement des conversations et au tintement des couverts en argent. François n'entendait rien de tout cela. Dans son esprit résonnaient uniquement les chiffres de la dernière réunion avec les actionnaires, les objectifs pour le prochain trimestre, les stratégies d'expansion internationale. À 38 ans, il avait conquis tout ce que le monde des affaires pouvait offrir, mais ce dîner solitaire était le portrait parfait de sa vie personnelle. Il prit une gorgée de vin, un rouge coûteux et exclusif, tout en observant distraitement l'agitation autour de lui. Des couples partageant des moments d'intimité, des familles célébrant des anniversaires, des groupes d'amis riant à haute voix. Toutes ces connexions semblaient appartenir à un univers parallèle auquel il n'avait pas accès. Le serveur s'approcha poliment préoccupé. « Monsieur Dumont, tout va bien avec votre plat? Puis-je vous proposer autre chose ?» François revint brusquement de ses pensées, forçant un sourire cordial. « Non, tout est parfait, Marcel. Je suis juste contemplatif ce soir. » Le serveur acquiesça avec la discrétion entraînée de celui qui servait l'élite niçoise depuis des années. Il connaissait bien l'entrepreneur, client régulier qui dînait toujours seul, travaillait pendant ses repas et laissait des pourboires généreux. « Je comprends, monsieur. Un peu plus de vin, s'il vous plaît. » Tandis que le serveur s'éloignait, François retourna à son état presque méditatif. Son entreprise technologique Dumont Tech était devenue une référence nationale en solutions innovantes pour le marché financier. Il avait fait la couverture du magazine Entrepreneur 3 fois ces 2 dernières années. Sa dernière application de gestion financière avait reçu des investissements internationaux et était sur le point d'être lancée sur le marché américain. Succès, argent, reconnaissance, tout conquis avec une méthodologie impeccable. Éviter les distractions, couper les relations personnelles qui n'apportaient pas de valeur professionnelle, optimiser chaque minute de la journée. François avait transformé sa vie en un projet d'efficacité, où il n'y avait pas de place pour l'improvisation, pour le hasard, pour le sentiment. À l'extérieur du restaurant, la réalité était tout autre. Sur le large trottoir de la promenade, les Anglais, les touristes passaient pressés, les résidents locaux promenaient leurs chiens de race, les couples admiraient le coucher de soleil. Et caché entre 2 palmiers impériaux qui ornèrent l'entrée de l'établissement, une petite silhouette observait attentivement le mouvement. Léonie, avec ses 7 ans à peine et ses grands yeux curieux, étudiait les tables extérieures du restaurant. Ses cheveux bouclés étaient attachés en un chignon improvisé, ses pieds nus marqués par la rugosité des rues, sa robe autrefois rose, maintenant décolorée par le temps et l'usage. Son estomac lui faisait mal de faim, une sensation déjà trop familière. La petite fille connaissait la routine de cet endroit. Elle savait qu'éventuellement, un client laisserait des restes de nourriture dans les assiettes à l'extérieur. Elle savait aussi qu'elle devait être rapide et discrète. Les agents de sécurité ne toléraient pas sa présence, mais elle avait appris à être presque invisible quand nécessaire. Ce soir-là, cependant, quelque chose de différent attira son attention. Par la fenêtre latérale, elle pouvait voir un homme assis seul avec une assiette pleine devant lui, intacte. Cela éveilla en elle non seulement la faim physique, mais aussi une curiosité authentique. Comment quelqu'un pouvait-il avoir de la nourriture disponible et simplement ne pas manger? L'agent de sécurité du restaurant remarqua sa présence et marcha dans sa direction d'un pas lourd. « Encore ici? Je t'ai déjà dit que tu ne peux pas demander de la nourriture aux clients. Va-t'en avant que j'appelle la police. » Léonie recula, se cachant dans les ombres du trottoir. Mais elle ne partit pas. Elle continua d'observer, patiente comme un petit prédateur attendant le bon moment.
Elle vit quand l'homme de la table du fond se leva pour répondre à un appel, s'éloignant. « Un peu !» Elle vit quand le serveur fut appelé à une autre table, et elle vit son opportunité. Avec l'agilité que seuls les enfants des rues possèdent, Léonie se glissa entre les tables extérieures, entra discrètement par la porte latérale et, en quelques secondes, se trouvait à côté de la table de François, qui venait juste de revenir de son appel téléphonique. Leurs regards se rencontrèrent dans un choc de réalité distincte. « Papa, tu me laisses manger le reste ?» Les mots sortirent presque comme un murmure, chargés d'un désespoir déguisé et d'un espoir fragile. Le temps sembla se figer. François eut l'impression de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Pas par la présence inattendue de l'enfant, pas par la demande elle-même, mais par ce mot « Papa ». Un titre que personne ne lui avait jamais donné, une fonction qu'il n'avait jamais envisagée pour lui-même. L'environnement autour réagit instantanément. Le maître d'hôtel s'approcha d'un pas pressé, tendant déjà la main pour éloigner la fillette. Les clients des tables voisines observaient la scène avec un mélange de stupéfaction et de désapprobation. François, encore étourdi, leva la main dans un geste qui le surprit lui-même. « Tout va bien, dit-il, avec une autorité calme qui fit hésiter le maître d'hôtel. Elle reste. Mais, monsieur Dumont, elle n'est qu'une... Elle reste, répéta François avec fermeté, et apportez une nouvelle assiette, s'il vous plaît, la même que la mienne. Léonie resta immobile, n'en croyant pas ses yeux. Elle espérait, au mieux, attraper quelques restes avant d'être expulsée. Jamais elle n'aurait imaginé être invitée à s'asseoir à table. « Comment t'appelles-tu » demanda François, indiquant la chaise en face de lui. « Léonie » répondit-elle hésitante, attendant toujours que ce soit une sorte de piège. « Léonie » répéta-t-il, comme s'il testait le son de ce nom. « Je suis François. S'il te plaît, assieds-toi. » Avec précaution, la petite fille s'assit sur la chaise, ses pieds nus se balançant sans atteindre le sol. Ses yeux ne quittaient jamais le visage de François, étudiant chaque expression, cherchant des signes que la situation pourrait changer à tout moment. Le serveur revint avec une assiette identique à celle de François, la plaçant soigneusement devant la fillette. L'arôme du poisson grillé fit gargouiller son estomac audiblement, arrachant un petit sourire gêné de ses lèvres desséchées. « Tu peux manger », encouragea François, observant avec fascination la transformation sur le visage de l'enfant. Léonie n'eut pas besoin de plus d'encouragement. Elle commença à manger avec une combinaison de hâte et de révérence, comme si chaque bouchée était simultanément urgente et trop précieuse pour être gaspillée. François remarqua qu'elle essayait d'utiliser correctement les couverts, imitant les gestes qu'elle voyait autour d'elle, mais sa faim parlait plus fort que toute étiquette. « Doucement », conseilla-t-il doucement. « Personne ne va retirer ton assiette. » Elle acquiesça mais ne ralentit pas beaucoup le rythme. Ses yeux se levaient occasionnellement pour vérifier si la promesse était toujours valable, si cet étranger continuait à permettre sa présence. François prit sa propre fourchette et pour la première fois de la soirée commença à manger. Soudain, la nourriture avait une saveur différente, plus intense. C'était comme si la présence de cet enfant avait réveillé quelque chose d'endormi en lui, quelque chose dont il ignorait l'existence. « Où habites-tu, Léonie » demanda-t-il, essayant de maintenir sa voix décontractée. Elle avala un morceau de poisson avant de répondre. « À plusieurs endroits » dit-elle simplement. « Ça dépend du jour. » La réponse si directe et crue frappa François avec une force inattendue. Cette petite fille n'avait pas de domicile fixe. Elle dormait où elle pouvait, mangeait ce qu'elle trouvait. Pendant ce temps, il avait un appartement, en attique avec 3 suites, toutes impeccablement décorées et rarement utilisées. Et tes parents ? La question s'échappa avant qu'il puisse considérer son impact. Léonie baissa les yeux vers son assiette, soudainement intéressée à déplacer un morceau de purée avec sa fourchette. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle, « je n'ai jamais connu mon père, ma mère. » Elle s'arrêta comme si elle cherchait les mots justes. « Ma mère est partie, ça fait longtemps. » François sentit quelque chose se briser en lui, une fissure dans un mur soigneusement construit au fil des ans. Une brèche. Dans son armure émotionnelle parfaite, « Tu as quelqu'un qui s'occupe de toi ?» Léonie haussa les épaules, un geste trop adulte pour son âge. « Parfois, la dame du stand de crêpes me laisse dormir là-bas.
Et il y a Monsieur Jean du parking qui me donne à manger quand il en reste. Je me débrouille. »« Tu te débrouilles » répéta François presque pour lui-même, tandis que quelque chose en lui s'agitait inconfortablement. Le dîner se poursuivit dans un silence occasionnellement rompu par des questions simples. François découvrit que Léonie avait presque 8 ans, qu'elle aimait dessiner sur les trottoirs avec des craies qu'elle trouvait, qu'elle savait compter jusqu'à 100 et que son rêve était d'avoir un lit, rien qu'à elle, avec des draps de princesse. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un j'aime. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Lorsque le dîner se termina, François se retrouva face à un carrefour qu'il n'avait jamais prévu dans ses plans de vie méticuleux. Léonie avait mangé jusqu'au dernier grain de riz, nettoyé l'assiette avec un morceau de pain et l'observait maintenant avec un mélange de gratitude et d'appréhension. Que faire d'elle maintenant? Simplement lui dire au revoir, lui donner de l'argent et se diriger vers son appartement vide tandis qu'elle retournait dans les rues. « Merci pour le dîner, monsieur », dit Léonie, se préparant déjà à descendre de la chaise. « C'était le meilleur de ma vie. » La simplicité de ces mots frappa François avec la force d'une révélation. Le meilleur dîner de sa vie avait été un simple poisson grillé qu'il avait à peine valorisé, qu'il avait presque laissé intact, alors qu'il pensait à des tableurs et des graphiques de performance. « Attends, » dit-il, se surprenant lui-même. « Tu as un endroit où aller ce soir ?» Léonie hésita, ses grands yeux clignant rapidement, tandis qu'elle semblait évaluer quelle réponse serait la plus avantageuse à ce moment. « Oui, j'en ai un, » répondit-elle finalement, mais sa voix fragile trahissait le mensonge. François respira profondément, prenant une décision qui contredisait tous les principes de rationalité et de planification qui régissaient sa vie. « Léonie, j'ai un grand appartement, avec plusieurs chambres vides. Si tu veux, tu peux y rester cette nuit. Demain, nous pourrons réfléchir à ce qu'il faut faire. » Le visage de la petite fille s'illumina pendant un instant, mais bientôt la méfiance revint dominer ses traits. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, qu'avec la franchise que seuls les enfants possèdent. « Qu'est-ce que vous voulez en échange ?» La question si directe et en même temps si chargée de signification sombre fit déglutir François. Quel genre d'expérience cette enfant avait-elle déjà vécue pour poser une telle question? « Rien, » répondit-il, sentant le besoin d'être également direct. « Je ne veux rien en échange. Il ne me semble tout simplement pas juste de laisser une enfant dormir dans la rue quand j'ai de l'espace en trop. » Léonie l'étudia pendant de longues secondes, comme si elle pouvait voir au-delà de ses mots, comme si ses yeux d'enfant avaient le pouvoir de dévoiler des intentions cachées. « D'accord, » accepta-t-elle finalement, mais juste pour une nuit. Le Sisomati, trajet jusqu'à l'appartement de François fut silencieux. Sur la banquette arrière de la voiture de luxe, Léonie maintenait son corps rigide, les mains agrippées au bord du siège, comme si elle était prête à sauter au moindre signe de « danger ». Ses yeux absorbaient chaque détail, les sièges en cuir, les boutons du tableau de bord, le parfum discret qui imprégnait l'ambiance. « Je n'ai jamais été dans une voiture comme celle-ci », commenta-t-elle, lorsqu'ils s'arrêtèrent à un feu rouge. « Elle est à vous ou elle est empruntée ?» François ne put s'empêcher de sourire face à la question. « Elle est à moi, » répondit-il, l'observant dans le rétroviseur. « Elle doit coûter beaucoup d'argent, » réfléchit Léonie, passant sa main sur le cuir du siège. « On pourrait acheter beaucoup de nourriture avec l'argent de cette voiture, non ?» L'observation si simple et en même temps si profonde frappa François comme un coup inattendu. C'était vrai. La valeur de ce véhicule pourrait nourrir des dizaines d'enfants comme Léonie pendant des années. Cette réalisation le dérangea plus qu'il n'aurait voulu l'admettre. Lorsqu'ils arrivèrent enfin à la résidence Le Belvédère, l'un des immeubles les plus exclusifs de la promenade des Anglais, Léonie leva les yeux, essayant de voir le sommet du bâtiment. « Vous habitez là-dedans » demanda-t-elle, bouche bée. « On dirait ces immeubles de film. »« J'habite au dernier étage », expliqua François, se sentant étrangement mal à l'aise avec son propre privilège face au regard émerveillé de la petite fille. Le gardien de nuit, M. Pascal, ne put dissimuler sa surprise en voyant François revenir accompagné d'une enfant visiblement des rues. Ses yeux s'écarquillèrent pendant un instant avant que le professionnalisme ne reprenne le contrôle. « Bonsoir, monsieur Dumont », salua-t-il, ouvrant la porte en verre trempé. « Bonsoir, Pascal.
Voici Léonie. C'est mon invité. Léonie fit un signe timide de la main, consciente des regards que sa robe sale et ses pieds nus attiraient. Dans l'ascenseur panoramique, la petite fille colla son visage à la vitre, observant les lumières de la ville qui s'étendaient en dessous d'eux. « C'est comme voler », chuchota-t-elle émerveillée. Quand ils arrivèrent à l'attique, François aperçut son appartement avec un regard neuf. Le vaste salon avec vue sur la mer, décoré dans des tons de gris et de bleu, avec des meubles design et des œuvres d'art abstraites au mur, semblait soudain froid et impersonnel. Il n'y avait pas de photos de famille, d'objets personnels ou d'indications quelconques, que cet espace était un foyer, et non simplement un décor architectural parfait. Léonie entra prudemment, comme si elle craignait de casser quelque chose par sa seule présence. Ses pieds sales laissaient de petites marques sur le sol en marbre blanc, quelque chose qui aurait normalement dérangé François, mais qui semblait maintenant complètement insignifiant. « C'est ici que vous habitez ?» demanda-t-elle. Sa voix, presque un murmure respectueux. « Oui », répondit François, observant l'espace à travers ses yeux. « Qu'en penses-tu » Léonie fit quelques pas hésitants, touchant légèrement la surface de la table basse en verre. Ça ressemble à ces endroits qu'on voit à la télévision du magasin d'électroménager, commenta-t-elle avec sincérité. C'est beau, mais on peut vraiment vivre ici? La question apparemment simple frappa François avec une force inattendue. Pouvait-on vraiment vivre ici? Il passait si peu de temps dans cet appartement qu'il n'y avait presque jamais réfléchi. C'était davantage un trophée, une conquête matérielle qu'un véritable foyer. « Allons te préparer un bain, dit-il, évitant le sujet, et trouver quelque chose à te faire porter. » La salle de bain de la suite principale, avec sa baignoire à hydromassage et sa douche à effet cascade, provoqua une exclamation de surprise chez Léonie. « C'est plus grand que les toilettes publiques entières !» s'exclama-t-elle, passant ses doigts sur le bord de la baignoire. « Et cette baignoire ressemble à une petite piscine. » François ouvrit les robinets, ajustant la température de l'eau tandis que Léonie observait, fascinée. « Tu peux utiliser mon shampoing et mon savon. Je vais chercher quelque chose que tu pourras porter. » Pendant que la petite fille se baignait, François fouilla dans ses armoires à la recherche de quelque chose qui pourrait servir de vêtement de nuit pour elle. Il trouva un t-shirt blanc basique qui, sur Léonie, ferait office de robe. Il sépara également une brosse à dents neuve qu'il gardait pour d'éventuels invités, chose rare dans sa vie réglée. Quand Léonie émergea de la salle de bain, elle semblait être une autre enfant. Les cheveux bouclés, maintenant propres, révélaient une teinte châtain-roux naturelle. La peau libérée de la saleté des rues se montrait délicate et dorée par le soleil. Portant le t-shirt de François qui lui arrivait aux genoux, elle paraissait encore plus petite et plus vulnérable. « Je sens bon », annonça-t-elle avec un sourire timide, tendant son bras pour que François confirme. Il se pencha et fit semblant d'inspecter soigneusement, faisant un geste d'approbation qui arracha un rire à la petite fille. Le premier son authentiquement joyeux que François entendait de l'enfant. « Tout à fait approuvé », confirma-t-il. « Maintenant, voyons où tu vas dormir. » Il l'emmena dans la chambre d'amis, un espace impeccablement décoré dans des tons de beige et d'or, avec un lit queen size et une vue latérale sur la mer. « Ce sera ton lit pour cette nuit », annonça François tirant la courte pointe de soie. Léonie s'approcha avec hésitation, passant sa main sur le tissu doux des draps. « C'est vraiment de princesse », murmura-t-elle, presque pour elle-même. « Je peux vraiment dormir ici. »« Bien sûr que tu peux. » La petite fille monta sur le lit avec précaution, comme si elle craignait de le casser, et s'enfonça parmi les oreillers moelleux. « Je n'ai jamais dormi dans un lit comme ça, » confessa-t-elle, ses yeux déjà lourds de sommeil. « Merci, monsieur François. » Quelque chose dans la poitrine de François se serra. Monsieur François. C'était la première fois que quelqu'un l'appelait ainsi, avec cette simplicité et cette gratitude authentique. « De rien, Léonie. Dors bien. » Il se retourna pour sortir, mais la voix de la petite fille l'arrêta. « Vous serez là quand je me réveillerai ?» La question, chargée d'une peur mal dissimulée d'abandon, fit s'arrêter François à la porte. « Je serai là, promit-il. Bonne nuit. »« Bonne nuit, monsieur François. » Quand il ferma la porte de la chambre, François resta dans le couloir, pendant quelques minutes, essayant de comprendre ce qui venait de se passer dans sa vie si méticuleusement planifiée. En une seule soirée, il avait ramené chez lui une enfant des rues.
Que ferait-il d'elle le matin? Quelle serait la prochaine étape? Où l'emmènerait-il? Et pourquoi, malgré toutes ces inconnues, se sentait-il étrangement en paix avec sa décision? Impulsive. Dans la solitude de sa propre chambre, François ne parvint pas à s'endormir. Il restait là, repassant mentalement les options disponibles. Il pourrait appeler l'aide sociale à l'enfance le matin, ou peut-être une institution d'accueil pour enfants. Mais quelque chose en lui résistait à ces idées. L'image de Léonie dormant dans un lit de princesse, pour la première fois de sa vie, ne quittait pas son esprit. Vers 3 heures du matin, un bruit subtil l'alerta. Il se leva et alla vérifier. Léonie était dans la cuisine, gardant un morceau de pain à l'intérieur du t-shirt qu'elle portait. « Que fais-tu, Léonie » demanda-t-il doucement, essayant de ne pas l'effrayer. Elle se retourna rapidement, les yeux écarquillés comme ceux d'un animal pris au piège. « Pardon » murmura-t-elle, se préparant déjà à une réprimande. « Je gardais juste pour plus tard. » François sentit quelque chose se briser en lui. Cet enfant, même après un dîner complet, même se trouvant dans un appartement plein de nourriture, ressentait encore le besoin de garder des provisions pour un avenir incertain. « Léonie, » dit-il, s'approchant doucement et s'accroupissant pour être à sa hauteur. « Tu n'as pas besoin de cacher de la nourriture. Si tu as faim, tu peux prendre ce que tu veux dans la cuisine. Cette maison a assez de nourriture pour nous deux. » Les yeux de la petite fille se remplirent de larmes. « Mais et quand je devrais partir ?» François n'avait pas de réponse toute faite à cette question. Pour la première fois depuis des années, il se trouvait face à une situation pour laquelle il n'y avait pas de plan stratégique. « Nous y penserons demain, » répondit-il finalement. « Pour l'instant, que dirais-tu d'un verre de lait chaud ?» Léonie acquiesça, toujours méfiante, mais laissa François préparer le lait et la guider de retour vers la chambre. Quand il l'installa de nouveau dans le lit, il remarqua qu'elle tenait encore le morceau de pain contre sa poitrine. « Tu peux le laisser sur la table de chevet si tu veux, » suggéra-t-il, indiquant le meuble. « Il sera là si tu en as besoin. » Pendant la nuit. Léonie hésita un moment, mais finit par poser le pain sur le meuble sans le quitter des yeux. « Vous promettez de ne pas le jeter quand je dormirai ?»« Je le promets, » dit François, sentant un nœud dans sa gorge. Tandis qu'il observait Léonie s'endormir à nouveau, François prit une décision qui changerait à jamais le cours de sa vie. Il ne savait pas exactement comment il s'y prendrait, mais il savait qu'il ne pourrait pas simplement renvoyer cet enfant dans les rues ou la confier à un système qui avait déjà échoué avec elle auparavant. Pour la première fois depuis des années, François Dumont, l'homme d'affaires calculateur et rationnel, prendrait une décision basée purement sur l'émotion. Et étrangement, cela ne l'effrayait pas. Au contraire, cela apportait une sensation de but qu'il n'avait pas expérimentée depuis longtemps. Le matin arriva avec la luminosité caractéristique de Nice, cette lumière dorée qui envahit les appartements au bord de mer et transforme n'importe quel environnement en un tableau impressionniste. François, habitué à se réveiller avant même que l'alarme ne sonne, fut surpris de constater qu'il était déjà plus de 8 heures. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait dormi au-delà de 6 heures du matin. Avec des pas prudents, il se dirigea vers la chambre d'amis pour vérifier Léonie. Le lit était vide, les draps soigneusement arrangés. Pendant un instant, une panique irrationnelle s'empara de lui. La petite fille se serait-elle enfuie pendant la nuit? Mais bientôt un bruit venant du salon attira son attention. Léonie était assise par terre sur la terrasse, dessinant avec application sur une feuille de papier qu'elle avait trouvée sur le bureau de François. Elle utilisait les mêmes crayons que ceux avec lesquels il signait des contrats millionnaires, mais dans ses petites mains, il se transformait en instrument d'art enfantin. « Bonjour, » dit François, s'approchant doucement pour ne pas l'effrayer. Léonie leva le visage, ses cheveux bouclés formant une auréole sauvage autour de ses traits délicats. « Bonjour, monsieur François », répondit-elle avec une formalité qui contrastait avec son « Haj ». « Pardon d'avoir pris vos crayons sans demander. C'est que je me suis réveillé et je ne voulais pas faire de bruit. »« Il n'y a pas de problème, » assura-t-il, s'asseyant dans le fauteuil proche. « Qu'est-ce que tu dessines ?» Elle tourna le papier vers lui. C'était un dessin simple, fait avec la technique limitée d'une enfant, mais étonnamment expressif. Il montrait 2 figures se tenant par la main, une grande et une petite, devant un immeuble haut. « C'est nous, » expliqua-t-elle, pointant les figures. « Et ça, c'est votre immeuble. »
François sentit quelque chose d'étrange dans sa gorge, comme si un nœud s'y formait. Ce dessin si simple et en même temps si chargé de signification provoquait en lui des émotions qu'il n'était pas habitué à gérer. « C'est très beau », réussit-il finalement à dire. « Tu aimes dessiner ?» Léonie acquiesça énergiquement. « C'est ce que j'aime le plus faire. Parfois, la dame du stand de crêpes me donnait de vieux papiers pour dessiner. » François se leva, essayant de dissimuler l'émotion qui le submergeait. « Allons prendre le petit déjeuner. Après, nous avons quelque chose à régler. » Dans la cuisine immaculée, avec des appareils électroménagers dernier cri rarement utilisés, François prépara un petit déjeuner comme il n'en avait jamais fait auparavant. Normalement, il prenait juste un café expresso avant de partir au bureau, parfois complété par un fruit. Aujourd'hui, cependant, il ouvrit le réfrigérateur et commença à en sortir des œufs, du lait, des fruits, du pain. Il fut surpris de constater que, malgré le fait qu'il vivait seul, son réfrigérateur était toujours approvisionné, grâce au service de livraison automatique qu'il avait engagé. « Tu aimes les crêpes ?» demanda-t-il à Léonie, qui l'observait avec curiosité depuis le tabouret haut près du comptoir. « Je n'en ai jamais mangé, » admit-elle. « C'est bon ? » « Nous allons le découvrir ensemble, » répondit François, consultant rapidement une recette sur son téléphone portable. La cuisine, qui avait toujours été simplement un espace fonctionnel dans son appartement, prit soudain vie. L'arôme du beurre fondant dans la poêle, le son de la pâte qui grésille quand on la verse, l'expression de fascination de Léonie, suivant chaque mouvement. Tout cela créait une atmosphère que François n'avait pas expérimentée depuis. Depuis quand? Il n'arrivait même pas à s'en souvenir. Quand finalement ils s'assirent à table, avec une pile de crêpes dorées recouvertes de miel et de fraises, François observa avec satisfaction le regard émerveillé de Léonie. « Tout ça, c'est pour nous ?» demanda-t-elle, incrédule. « Oui, mais tu n'as pas besoin de tout manger si tu ne veux pas, » assura-t-il, la servant d'une crêpe. Léonie prit la première bouchée et ses yeux s'écarquillèrent. « C'est la chose la plus délicieuse que j'ai jamais mangée » s'exclama-t-elle, attaquant le reste de la crêpe avec enthousiasme. François sourit, ressentant un type de satisfaction qu'aucune réussite professionnelle ne lui avait jamais procuré. C'était simple, basique même. Il avait nourri une enfant affamée. Et cela, d'une certaine façon, semblait plus significatif que n'importe quelle affaire qu'il avait jamais conclue. « Léonie » commença-t-il, choisissant soigneusement ses mots, tandis que la petite fille savourait sa deuxième crêpe. « Nous devons parler de ce qui se passe maintenant. » Elle arrêta de mâcher, ses yeux perdant immédiatement une partie de leur éclat. François se rendit compte qu'elle s'y attendait déjà, le moment où elle serait renvoyée. « Je sais, » dit-elle, posant sa fourchette. « Je m'en vais après le petit déjeuner. »« Ce n'est pas ça, » se hâta de dire François. « Je ne veux pas que tu partes. Mais nous devons régulariser ta situation. Tu comprends ce que cela signifie ?» Léonie fronça les sourcils, confuse. « Cela signifie que je ne peux pas simplement garder une enfant dans mon appartement sans que les autorités le sachent. Il existe des lois pour protéger les enfants et nous devons suivre ces lois. »« Ils vont m'emmener au foyer ?» demanda-t-elle, sa voix si basse que François put à peine l'entendre. « Tu y as déjà été ?» Léonie acquiesça, ses yeux soudainement distants. « J'y suis allé quand ma mère est partie, mais je me suis enfui, je n'aimais pas là-bas. Les grands enfants frappèrent les petits et les tantes étaient toujours en colère. » François respira profondément. Il savait que le système d'accueil institutionnel avait ses défauts, mais entendre cela directement de Léonie rendait la réalité encore plus dure. « Je ne veux pas que tu ailles dans un foyer, » dit-il finalement. « Je veux essayer une solution différente. Mais pour cela, nous devons parler à certaines personnes. Tu me fais confiance ?» La question plana dans l'air pendant quelques secondes, tandis que Léonie l'étudiait avec ses yeux, qui semblaient beaucoup plus vieux que ses 7 ans. « Oui », répondit-elle finalement, surprenant autant François qu'elle-même. Après le petit déjeuner, François fit quelques appels téléphoniques. Le premier fut à maître Claire Lefebvre, son avocate personnelle, spécialisée en droit de la famille. Il expliqua la situation de façon concise, lui demandant de venir à son appartement en urgence. Le second appel fut au docteur Sophie Moreau, pédiatre renommée, qui s'occupait des enfants de ses associés. « Nous allons t'acheter quelques vêtements, » annonça-t-il, après avoir raccroché le téléphone. « Tu ne peux pas rester juste avec ce t-shirt. » Léonie, qui observait attentivement chaque mouvement de François, écarquilla les yeux. « Des vêtements neufs, pour moi ?»« Bien sûr, » répondit-il.
essayant de paraître décontracté. Tu auras besoin de quelques tenues, de pyjamas, de chaussures. Je n'ai jamais eu de chaussures neuves, confessa Léonie, regardant ses propres pieds nus. J'utilisais seulement celles que les gens donnaient, mais elles étaient toujours trop grandes. Une fois de plus, François sentit cette pression dans sa poitrine. Comment était-il possible que quelque chose d'aussi basique qu'une paire de chaussures neuves soit un luxe pour un enfant? 1 heure plus tard, ils étaient au centre commercial Cap 3000, le plus grand et le plus luxueux centre commercial de la ville. Léonie agrippait fermement la main de François, intimidée par la grandeur du lieu, par les boutiques resplendissantes et par les personnes bien habillées qui circulaient autour. « C'est si grand », chuchota-t-elle, tandis qu'il montait par l'escalator. On dirait que ça ne finit jamais. François la guida jusqu'à un magasin de vêtements pour enfants où une vendeuse les accueillit avec un sourire professionnel qui vacilla légèrement en remarquant le contraste entre l'homme d'affaires élégant et la petite fille visiblement mal à l'aise. « Bonjour, en quoi puis-je vous aider ?»« Nous avons besoin d'une garde-robe complète pour Léonie, » expliqua François. « Des vêtements pour toutes les occasions, des chaussures, des pyjamas, tout. » La vendeuse, se remettant rapidement de sa surprise initiale, adopta un air enthousiaste. « Bien. Sûr, nous avons de très belles collections pour petites filles. Commençons par les robes décontractées. Et si nous en essayons quelques modèles ?» Léonie, paralysée par la situation, regardait François à la recherche d'orientation. « Tout va bien, assura-t-il. Tu peux choisir ce que tu veux. » Les 2 heures suivantes furent une révélation pour François. Observer Léonie essayer des vêtements, son expression émerveillée à chaque nouvelle robe, le soin respectueux avec lequel elle touchait les tissus, la joie authentique quand elle trouvait quelque chose qu'elle aimait vraiment, tout cela éveillait en lui une tendresse qu'il ne se savait pas capable de ressentir. « Regardez, monsieur François !» s'exclama-t-elle, tournant avec une robe bleu turquoise qui s'accordait parfaitement avec son teint. « On dirait une robe de sirène. Elle te va magnifiquement, » approuva-t-il, véritablement enchanté par la transformation. Quand ils sortirent, finalement du magasin, ils portaient tant de sacs qu'ils eurent besoin de l'aide du chauffeur de François, qui attendait sur le parking. Léonie, maintenant vêtue d'un ensemble neuf composé d'un short en jean, d'un t-shirt jaune et de baskets blanches, marchait comme si elle flottait sur des nuages. « Merci, monsieur François, » dit-elle, tandis qu'il retournait vers la voiture. « Je n'ai jamais reçu autant de choses de ma vie. » « Pas besoin de me remercier, Léonie. Ce sont juste des choses basiques que tout enfant devrait avoir. » De retour à l'appartement, ils trouvèrent Maître Lefebvre qui les attendait déjà. L'avocate, une femme d'une 40aine d'années, aux cheveux courts et aux lunettes à monture rouge, observa Léonie avec un intérêt professionnel et chaleureux. « C'est donc la petite fille dont tu m'as parlé, » constata-t-elle, tendant la main à Léonie. « Enchantée de te connaître, Léonie. Je suis Claire. » Léonie serra la main offerte avec timidité. « Enchantée, Madame Claire. » François expliqua la situation en détail, tandis que Léonie explorait ses nouveaux vêtements dans la chambre. Maître Lefebvre écouta attentivement, prenant des notes occasionnelles sur sa tablette. « Que prétends-tu exactement, François ?» demanda-t-elle finalement. « Veux-tu être son tuteur légal, ou penses-tu à quelque chose de plus permanent, comme l'adoption ?» La question prit François par surprise. Il n'avait pas pensé aussi loin. Il savait seulement qu'il ne voulait pas renvoyer Léonie dans les rues, ou dans un système qui avait déjà échoué avec elle. « Pour l'instant, je veux garantir qu'elle soit en sécurité et bien soignée, » répondit-il prudemment. « Quelles sont mes options ?» Maître Lefebvre ajusta ses lunettes, entrant en mode professionnel. « Eh bien, la situation est complexe. D'abord, nous devons localiser la mère biologique, ou au moins documenter les tentatives de la localiser. Nous devons aussi enregistrer officiellement Léonie auprès de l'aide sociale à l'enfance comme enfant, en situation de vulnérabilité. Ensuite, nous pouvons demander la garde provisoire pendant que le processus légal suit son cours. Et quelles sont les chances d'obtenir cette garde provisoire? Honnêtement, pour un homme célibataire sans expérience préalable avec des enfants qui a simplement trouvé une petite fille dans la rue et l'a ramenée chez lui, je ne vais pas te mentir, François. Il y aura des questions. Beaucoup de questions. François sentit un pincement à l'estomac. Il n'avait pas considéré que ses intentions, aussi pures soient-elles,
pourrait être vu avec méfiance. Mais, continua maître Lefebvre, tu as des points en ta faveur. Ta réputation est impeccable, ta situation financière est stable, et tu peux offrir d'excellentes conditions matérielles à l'enfant. De plus, je peux argumenter que tu as déjà établi un lien avec elle. Que devons-nous faire en premier? L'emmener chez un médecin pour une évaluation complète, documenter son état de santé actuel. Ensuite, enregistrer le cas auprès de l'aide sociale à l'enfance. Je vais préparer une requête pour la garde provisoire que nous présenterons. Au tribunal pour enfants. Et François, oui, tu dois en être sûr, un enfant n'est pas un projet que tu peux abandonner si ça ne marche pas. C'est un engagement pour la vie. François regarda vers le couloir qui menait à la chambre où se trouvait Léonie. Il pensa à la petite fille qui gardait du pain pour ne pas avoir faim, qui n'avait jamais eu de chaussures neuves, qui dessinait 2 figures se tenant par la main devant un immeuble. « J'en suis sûr », répondit-il, surpris par la fermeté de sa propre voix. Cet après-midi-là, le docteur Moreau arriva pour examiner Léonie. La médecin, avec sa gentillesse caractéristique, réussit rapidement à gagner la confiance de la petite fille. L'examen révéla ce que François soupçonnait déjà. Léonie était en dessous du poids idéal, avait des carences nutritionnelles et avait besoin de soins dentaires urgents. C'est une enfant en bonne santé, considérant les circonstances, expliqua la médecin ensuite, tandis que Léonie dessinait dans le salon. Mais elle aura besoin d'un suivi nutritionnel, de mise à jour de vaccins et d'un traitement dentaire. Je vais préparer un rapport détaillé pour le dossier. À la fin de cette longue journée, quand ils s'assirent finalement pour dîner, François réalisa que sa vie avait complètement changé en moins de 24 heures. Son agenda méticuleusement organisé avait été complètement abandonné. Il n'avait assisté à aucune réunion, n'avait répondu à aucun email important, n'avait fait aucun appel d'affaires, et, étonnamment, rien de tout cela ne semblait important. « Monsieur François », appela Léonie tandis qu'elle mangeait les pâtes qu'il avait préparées en suivant une autre recette sur son téléphone. « Est-ce que je pourrais rester avec vous ?» François la regarda, cette petite personne, qui était entrée dans sa vie de façon si inattendue et avait déjà tout transformé. « Je fais mon possible pour que oui, Léonie, mais il y aura des personnes qui voudront s'assurer que rester avec moi est le mieux pour toi. Et si elles décident que ce n'est pas le cas ?» La question, si directe et en même temps si chargée de peur, fit déglutir François. « Alors nous lutterons pour leur montrer qu'elles ont tort », répondit-il, surpris par sa propre détermination. Les semaines suivantes furent un tourbillon de changements dans la vie de François. L'homme d'affaires qui auparavant consacrait 16 heures par jour au travail partageait maintenant son temps entre des réunions exécutives et des visites à l'aide sociale à l'enfance, entre des analyses de marché et la recherche d'écoles appropriées pour Léonie. L'appartement, autrefois une vitrine de design contemporain, affichait maintenant des dessins colorés fixés sur le réfrigérateur avec des aimants en forme de fruits, des baskets d'enfants dans le couloir et une collection croissante de livres illustrés sur l'étagère qui abritait auparavant uniquement des biographies de grands entrepreneurs et des manuels de gestion. Le premier grand changement vint avec l'embauche de Madame Martine, une dame de 60 ans ayant de l'expérience dans la garde d'enfants, pour aider pendant la période où François devait être au bureau. Au début, Léonie se montra extrêmement méfiante face à la présence de la nouvelle employée. « Vous allez me laisser avec elle et ne jamais revenir ?» demanda-t-elle à François, le matin où Madame Martine commença, ses grands yeux fixés sur les siens, cherchant des signes d'abandon imminent. « Bien sûr que non », assura François, s'accroupissant pour être à la hauteur de la petite fille. « Je vais travailler et revenir en fin d'après-midi, comme toujours. Madame Martine restera avec toi seulement pendant que je suis absent. » Léonie étudia son visage pendant de longues secondes, utilisant cette capacité que les enfants ont à détecter les mensonges avec une précision presque surnaturelle. « Vous promettez ?»« Je promets », répondit François, tendant son petit doigt pour sceller le serment de manière solennelle. Peu à peu, Madame Martine gagna la confiance de Léonie avec sa patience inébranlable et son répertoire apparemment infini d'histoires sur son enfance dans la campagne provençale. La gouvernante apporta également à l'appartement quelque chose qui manquait désespérément, la connaissance pratique sur la façon d'élever un enfant. « Mon garçon, cette petite ne peut pas se nourrir uniquement de ces plats de restaurant chic que tu commandes,
déclara Madame Martine le 3e jour, les mains sur les hanches. Les enfants ont besoin de vraie nourriture. Des haricots, du riz, de la viande hachée, des légumes. Je ferai les courses demain et préparerai des repas appropriés. François, habitué à donner des ordres et non à en recevoir, fut surpris de constater qu'il ne s'offusquait pas de l'inversion des rôles. En fait, il se sentait reconnaissant pour cette orientation. Il avait exécuté des fusions d'entreprises multimillionnaires avec plus de facilité qu'il n'organisait une routine enfantine saine. Dans son bureau, les réactions à sa nouvelle situation furent variées. Antoine Rousseau, son associé majoritaire, se montra préoccupé lors d'une réunion privée. « François, je comprends que tu traverses une phase philanthropique », commenta-t-il, choisissant soigneusement ses mots. « Mais nos investisseurs sont inquiets. Tu as annulé 3 réunions importantes ces 2 dernières semaines. La présentation pour les Japonais a été reportée et le contrat avec le groupe Mercier est au point mort. » François soupira, se frottant les yeux fatigués. C'était vrai. Pour la première fois de sa carrière, le travail n'était pas sa priorité absolue. « Je réorganise mon agenda, Antoine. J'ai engagé 2 analystes supplémentaires pour assumer une partie de ma charge opérationnelle. Bientôt, tout sera normalisé. » Antoine se pencha en avant, l'air sérieux. « François, nous sommes amis depuis des années, alors je vais être direct. Il y a des rumeurs. Des gens disent que tu as acheté une enfant des rues pour améliorer ton image publique avant le lancement aux États-Unis. D'autres spéculent sur tes véritables motifs pour amener une petite fille chez toi. » François sentit son sang bouillir. Il se leva brusquement, les poings serrés. « Qui dit cela ?»« Calme-toi, » demanda Antoine, levant les mains dans un geste apaisant. « Je te préviens simplement. Tu es une figure publique maintenant. Tes actions génèrent des réactions, des interprétations, pas toujours justes. Tu dois être préparé. » Ce soir-là, en rentrant chez lui, François fut accueilli par une Léonie animée, impatiente de montrer un nouveau dessin. Cette fois, il y avait 3 figures, elle, François et Madame Martine, tous souriant devant un immeuble qui avait maintenant plus de détails, y compris de petites fenêtres et une piscine à côté. « C'est nous », expliqua-t-elle inutilement. « Une famille. » Le mot frappa François avec force. Famille, c'est ce qu'il devenait. Lui, une petite fille trouvée par hasard dans un restaurant et une gouvernante engagée il y a moins d'1 mois. « C'est très joli, Léonie », complimenta-t-il, accrochant le dessin sur le réfrigérateur avec les autres. « Monsieur François », appela Léonie tandis qu'il lui préparait un jus. « Quand est-ce qu'ils vont décider si je peux rester ici pour toujours ?» La question, si directe, le prit au dépourvu. Comment expliquer à une enfant de 7 ans la complexité du système? D'adoption français? Cela va encore prendre un peu de temps, Léonie. Les juges et les conseillers doivent être sûrs que tu seras bien soignée avec moi. Mais je suis déjà bien soignée, argumenta-t-elle, la logique enfantine parfaitement raisonnable. J'ai de la nourriture, des vêtements, l'école, et vous et Madame Martine prenez soin de moi. Que veulent-ils de plus? François sourit tristement. Si seulement c'était aussi simple. Ils doivent suivre des règles, Léonie, des règles qui existent pour protéger les enfants. Des règles stupides, murmura-t-elle, acceptant le verre de jus. S'ils m'envoient ailleurs, je m'enfuirai et reviendrai ici. La détermination dans sa voix était si ferme que François ne douta pas un seul instant qu'elle serait capable de faire exactement cela. La semaine suivante survint le premier grand obstacle. Lors d'une visite de suivi, la travailleuse sociale, désignée pour le cas, Véronique Dubois, arriva à un moment particulièrement chaotique. Léonie était en crise de larmes parce qu'elle ne voulait pas prendre son bain. François essayait de négocier patiemment, tandis que Madame Martine préparait le dîner dans la cuisine. « Tout va bien ?» demanda Véronique, observant la scène, avec un regard analytique. « Oui », répondit François, essayant de garder son sang-froid. « Léonie est un peu fatiguée aujourd'hui. »« Je ne suis pas fatiguée », cria la petite fille, le contredisant immédiatement. « Je ne veux pas prendre de... »« Pince, je ne veux pas. » La travailleuse sociale prit des notes sur son bloc-notes, le visage impassible. Après 1 heure d'observation et de questions, elle appela François pour une conversation privée sur la terrasse. « Monsieur Dumont, je suis préoccupée, » commença-t-elle direct. Léonie montre des comportements typiques d'enfants souffrant de troubles de l'attachement réactif, courant dans les situations d'abandon précoce. Elle a besoin d'un suivi psychologique spécialisé, ce que je n'ai
pas vu mentionné dans votre plan de soins. François sentit un frisson dans sa colonne vertébrale. Il avait engagé des médecins, des nutritionnistes, des professeurs particuliers, mais n'avait pas considéré un psychologue. Comment n'y avait-il pas pensé? J'y remédierai immédiatement, garantit-il. Pouvez-vous me recommander des professionnels? Oui, je vous enverrai une liste. Mais il y a une autre question, monsieur Dumont. Votre inexpérience avec les enfants est évidente. Léonie teste les limites, comme le ferait n'importe quel enfant, et je n'ai pas vu de stratégie claire de votre part pour gérer cela. Les mots frappèrent à François comme un coup physique. C'était vrai. Malgré tous ses efforts, il y avait des moments où il ne savait tout simplement pas comment agir. Quand Léonie avait des crises de larmes, quand elle se réveillait au milieu de la nuit en criant à cause de cauchemars, quand elle refusait de manger quelque chose ou de suivre des routines de base, dans toutes ces situations, il se sentait complètement perdu. « J'apprends », admit-il, la voix plus basse qu'il ne l'aurait voulu. « Je fais de mon mieux. » Véronique adoucit légèrement son expression. « Je n'en doute pas, monsieur Dumont, mais le bien-être de l'enfant est notre priorité. Je vous suggère fortement de participer à un groupe de soutien pour parents adoptifs. Il y en a un qui se réunit le mercredi au centre communautaire Saint-Michel. Ce serait bénéfique pour vous. » Après le départ de la travailleuse sociale, François s'assit seul sur la terrasse, observant les lumières de la ville qui commençaient à s'allumer. Il se sentait inadéquat, insuffisant. Peut-être que les rumeurs avaient de raison. Qui était-il pour penser qu'il pourrait être le père de quelqu'un? Un bourreau de travail sans expérience avec les enfants, sans modèles parentaux propres. À suivre, sa mère était décédée quand il était à l'université et son père avait toujours été une figure absente. « Monsieur François ?» La petite voix de Léonie interrompit ses pensées sombres. « Vous êtes fâché contre moi ?» Il se tourna pour la trouver debout à la porte de la terrasse, vêtue du pyjama à licorne qu'ils avaient acheté ensemble, les cheveux encore humides, du bain qu'elle avait finalement accepté de prendre avec l'aide de Madame Martine. « Non, Léonie, je ne suis pas fâché. La dame au bloc-notes va m'emmener ?» François sentit son cœur se serrer. Bien sûr que Léonie avait perçu la tension de la visite. « Non, » répondit-il, tendant les bras pour qu'elle s'approche. « Elle fait juste son travail, s'assurant que tu es bien ici. » Léonie grimpa sur ses genoux, chose qu'elle faisait rarement, et appuya sa tête contre sa poitrine. « Je suis bien ici, » murmura-t-elle. « Très bien. » À ce moment-là, tous les doutes de François semblèrent insignifiants. Il apprendrait à être père. Il participerait à autant de groupes de soutien que nécessaire, lirait tous les livres sur l'éducation des enfants, engagerait les meilleurs psychologues. Il ferait n'importe quoi pour garder Léonie en sécurité et heureuse. Le mercredi suivant, François gara sa voiture importée devant le modeste centre communautaire Saint-Michel, dans le quartier de la Libération. Se sentant déplacé dans son costume italien, il entra dans la salle où une quinzaine d'adultes conversaient informellement, assis sur des chaises en plastique disposées en cercle. « Bienvenue », salua une femme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants et au sourire accueillant. « Première fois ?»« Oui », répondit François mal à l'aise. « François Dumont. »« Marielle Fabre, coordinatrice du groupe. Asseyez-vous avec nous. Nous sommes sur le point de commencer. » À contre-cœur, François prit place dans le cercle. Dans les minutes qui suivirent, il entendit des histoires qu'il n'aurait jamais imaginées. Un couple qui avait adopté des jumeaux atteints de paralysie cérébrale. Une enseignante retraitée qui avait accueilli une adolescente toxicomane. Un veuf qui élevait seul 3 frères et sœurs, sauvés d'une situation d'abus. Qu'en vint. Son tour de parler, François hésita. Que pourrait-il dire à ces personnes qui affrontaient des défis tellement plus grands que les siens? « Je m'appelle François », commença-t-il, la voix moins assurée que dans n'importe quelle présentation d'entreprise qu'il avait jamais faite. « J'essaye d'adopter Léonie, 7 ans. Je l'ai trouvée par hasard, dans un restaurant, il y a presque 2 mois. J'ai pensé que ce serait simple. J'ai des ressources, je peux lui donner tout ce dont elle a besoin matériellement, mais je réalise que ce n'est pas suffisant. Je ne sais pas comment être père. Je ne sais pas comment gérer ces crises, ces peurs, ces tests. Parfois, je pense qu'elle serait peut-être mieux avec quelqu'un de plus préparé. » Un silence compréhensif suivit ces paroles. Puis, le veuf assis à sa droite posa une main sur son épaule. « Personne ne naît en sachant être père, ou mère, François. Pas même les biologiques.
On apprend au jour le jour en se trompant beaucoup, en réussissant parfois. L'important n'est pas d'être parfait, c'est d'être présent et disposé à apprendre. Ces paroles simples, venant d'un homme qui affrontait des défis bien plus grands que les siens, touchèrent François profondément. Pour la première fois depuis que Léonie était entrée dans sa vie, il sentit qu'il n'était pas seul dans ce voyage. En rentrant chez lui ce soir-là, il trouva Léonie et Madame Martine regardant un dessin animé dans le salon. La petite, Phil courut pour l'embrasser dès qu'elle le vit, un geste qui le surprenait encore par sa spontanéité. « Regardez ce que j'ai fait à l'école aujourd'hui » s'exclama-t-elle, le traînant par la main jusqu'à la table de la cuisine où un travail scolaire était soigneusement positionné. C'était une rédaction simple, écrite avec la calligraphie irrégulière d'une enfant de 7 ans, intitulée « Ma famille ». François lut avec le cœur battant. « Ma famille est nouvelle. Il y a moi, mon nouveau papa François et Madame Martine, qui fait les meilleures crêpes du monde. Avant, je n'avais pas de famille. Maintenant, j'en ai une. Mon papa travaille avec des ordinateurs et il est très intelligent. Il ne savait pas faire des crêpes, mais il a appris pour moi. Madame Martine raconte des histoires de quand elle était petite à la campagne. Nous habitons dans un immeuble très haut près de la mer. J'ai ma propre chambre avec des draps de princesse. Je ne sais pas encore si je pourrais rester pour toujours avec ma nouvelle famille, mais je prie tous les jours pour que le juge l'autorise. » Fin. François sentit ses yeux piquer. Combien de fois avait-il pleuré dans sa vie d'adulte? Il ne s'en souvenait pas. Maintenant, cependant, les larmes semblaient avoir une facilité déconcertante à apparaître. « Ça vous a plu ?» demanda Léonie, anxieuse d'obtenir son approbation. « J'ai beaucoup aimé, » répondit-il, se baissant pour l'étreindre. « C'est la meilleure rédaction que j'ai jamais lue. » Ce soir-là, pendant que Léonie dormait dans sa chambre avec des draps de princesse, François s'assit dans le salon, avec un bloc-notes, faisant des listes. Stratégie pour gérer les crises de colère, nom de psychologue pour enfants recommandés, livre sur l'éducation parentale à acheter, idées pour des activités de week-end qui pourraient renforcer son lien avec Léonie. Pour la première fois de sa vie, François Dumont ne planifiait pas des stratégies de marché, n'analysait pas des concurrents ou ne projetait pas des profits. Il apprenait à être père. Et d'une certaine façon, cela semblait être le projet le plus important qu'il ait jamais entrepris. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un j'aime. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez, nous continuons. L'été niçois atteignait son apogée, avec un soleil impitoyable qui transformait les après-midi en exercice de résistance à la chaleur. Dans l'appartement de François, cependant, une brise constante venant de la mer adoucissait la température, faisant de la terrasse un refuge agréable, même aux heures les plus chaudes de la journée. C'était là que Léonie passait une grande partie de son temps, dessinant, lisant les livres pour enfants qui remplissaient maintenant les étagères du salon, ou simplement observant le mouvement des bateaux au loin. 4 mois s'étaient écoulés depuis la soirée fatidique au restaurant. 4 mois de transformation, d'apprentissage, de défis et surtout de croissance mutuelle. Léonie n'était plus la même petite fille effrayée qui gardait de la nourriture dans ses poches. François, quant à lui, n'était plus l'exécutif, robotisé qui ne vivait que pour le travail. Tous deux avaient changé, se façonnant l'un l'autre comme l'eau et la roche dans une rivière constante. L'audience préliminaire au tribunal pour enfants était prévue pour dans 3 jours. Maître Lefebvre, l'avocate, avait préparé un dossier impressionnant. Rapports médicaux attestant de l'amélioration de la santé de Léonie, évaluation psychologique montrant ses progrès émotionnels, déclaration de l'école sur son adaptation positive, témoignages de voisins et d'employés de l'immeuble, confirmant l'environnement sain et affectueux. Pourtant, François ne pouvait éviter l'anxiété qui le rongeait de l'intérieur. « Monsieur François, vous avez encore l'air inquiet », observa Léonie pendant le petit déjeuner, tout en grignotant une tartine à la confiture de fraises. Ses yeux toujours attentifs laissaient rarement passer le moindre changement d'humeur chez l'adulte. « Je pense juste à l'audience de vendredi », admit-il, essayant de sourire pour la rassurer. « C'est quand le juge va dire si je peux rester ici ?»« C'est l'une des étapes, oui. » Léonie fronça les sourcils, pensive, mâchant lentement. « Si on apporte mes dessins, ça pourrait t'aider. »« Docteur, Marie a dit que mes dessins montrent que je suis heureuse maintenant. » François sourit, véritablement touché par la logique enfantine.
Dr Marie était la psychologue qui recevait Léonie 2 fois par semaine, une excellente professionnelle qui était devenue une alliée fondamentale dans le processus. « C'est une excellente idée », approuva-t-il, tendant la main pour caresser les cheveux bouclés de la petite fille, un geste devenu naturel entre eux. « Nous allons sélectionner tes meilleurs dessins. » Le téléphone sonna, interrompant ce moment. C'était Antoine, son associé, avec des nouvelles urgentes concernant l'entreprise. « François, nous avons besoin de toi au bureau immédiatement. L'équipe de Nvidia est arrivée un jour plus tôt pour la réunion et ils attendent. Toi seul peux mener cette négociation. » François regarda Léonie, qui se concentrait maintenant à arranger méticuleusement les fruits de son assiette en une sorte de visage souriant. « Je ne peux pas, Antoine. Je suis avec Léonie aujourd'hui. Madame Martine a demandé sa journée. Pour régler des affaires personnelles. François, nous parlons d'un contrat de 60 millions d'euros. Amène la petite, si nécessaire, mais tu dois être ici. 60 millions d'euros. 6 mois auparavant, rien au monde ne l'aurait fait hésiter face à ce chiffre. Maintenant, cependant, sa première préoccupation était de savoir comment Léonie se sentirait dans un environnement d'entreprise rempli d'adultes inconnus parlant anglais. « Nous serons là dans 1 heure, » répondit-il finalement après avoir considéré les alternatives. Léonie observa avec curiosité tandis que François expliquait la situation. « Nous allons devoir aller à mon bureau aujourd'hui. C'est une réunion très importante que je ne peux pas reporter. Ça te dérange ?» À sa surprise, les yeux de la petite fille brillèrent d'excitation. « Je vais voir où vous travaillez. Super, je peux emporter mes crayons de couleur. »« Bien sûr, » répondit François, soulagé par la réaction positive. « Mais ce sera une longue réunion et tu devras rester tranquille. »« Je sais rester tranquille, » assura Léonie avec sérieux. « J'ai appris à être invisible quand je vivais dans la rue, vous vous souvenez ?» La phrase, dite avec tant de naturel, frappa François comme cela arrivait toujours lorsque Léonie mentionnait son passé. Il était facile d'oublier, en la voyant, maintenant si adaptée à sa nouvelle vie, les circonstances terribles qu'elle avait affrontées. 1 heure plus tard, François entrait dans le siège de Dumont Tech avec Léonie tenant sa main. La petite fille portait une robe bleue simple, des ballerines blanches et transportait un sac à dos avec son matériel de dessin. Ses yeux parcouraient émerveillés le vaste hall d'entrée avec sa hauteur sous plafond double, ses murs de verre, ses employés bien habillés qui se déplaçaient avec détermination. « Waouh, c'est plus beau qu'un centre commercial !» chuchota-t-elle, serrant la main de François. La réceptionniste, Patricia, ne put dissimuler sa surprise en voyant le PDG de l'entreprise accompagné d'une enfant. Depuis des mois circulèrent des rumeurs sur la fille adoptive de François Dumont, mais peu dans l'entreprise avaient réellement vu la petite fille. « Bonjour, monsieur Dumont », salua-t-elle, professionnelle comme toujours, mais les yeux fixés sur Léonie. « Les dirigeants de Nvidia sont déjà dans la salle de réunion principale. Merci, Patricia, voici Léonie. Elle restera avec moi aujourd'hui. » La réceptionniste sourit à l'enfant. « Bonjour, Léonie, tu veux un bonbon ?» La petite fille regarda François, cherchant son approbation avant d'accepter. « Tu peux en prendre un », autorisa-t-il. Dans l'ascenseur, Léonie resta silencieuse, tenant fermement la main de François. Ce n'est que lorsque les portes se fermèrent qu'elle leva le visage pour demander à voix basse « Monsieur François, c'est quoi Nvidia. C'est une très grande entreprise qui fabrique des équipements pour ordinateurs. Nous essayons de conclure un accord avec eux. C'est pour ça que vous portez votre cravate porte-bonheur. » François cligna des yeux, surpris. « Comment sais-tu que c'est ma cravate porte-bonheur ?» Léonie haussa les épaules, comme si la réponse était évidente. « Vous la portez toujours quand vous avez une réunion importante. J'ai remarqué. » Ce simple commentaire le laissa momentanément sans voix. Léonie avait remarqué un modèle, dont lui-même n'avait pas conscience. En effet, cette cravate bleu marine avec de petits détails argentés était celle qu'il portait les jours de négociations cruciales. C'était une habitude inconsciente, une superstition, qu'il ne s'admettait même pas à lui-même. Quand ils arrivèrent à la salle de réunion, 6 dirigeants attendèrent déjà. Antoine se leva immédiatement, visiblement tendu. « François, enfin, messieurs, voici François Dumont, notre PDG et fondateur. » François salua chacun des présents avec la formalité habituelle, se présentant en anglais courant. Puis, surprenant tout le monde, y compris Antoine, il s'accroupit à côté de Léonie. «
Et voici Léonie, ma fille, présenta-t-il, également en anglais, avec un naturel qu'il n'avait pas planifié. C'était la première fois qu'il l'appelait. Ainsi, ma fille, sans qualificatif comme adoptive ou explication sur la situation légale. La petite fille, bien qu'elle ne comprenne pas la langue, sourit timidement aux personnes présentes, saluant de sa petite main. John Ramirez, le ZJDM, directeur général de NVIDIA, un homme d'âge moyen aux traits latins, lui sourit en retour. « Enchanté de te rencontrer, Léonie, » répondit-il dans un français étonnamment bon, tendant la main à l'enfant. « Ton père parle très bien de toi. » Léonie écarquilla les yeux, d'abord par la surprise de comprendre ce que l'étranger disait, puis par le contenu de la phrase. « Vous parlez de moi aux gens ?» demanda-t-elle à François, sincèrement surprise. « Bien sûr, » répondit-il, soudainement conscient du nombre de fois où il avait mentionné Léonie dans des conversations professionnelles ces dernières semaines, avec une fierté qu'il n'avait jamais ressentie en parlant de réalisation commerciale. François installa Léonie à une table dans le coin de la salle, avec son matériel de dessin et une tablette avec des dessins animés à faible volume. La réunion commença, technique et intense comme prévu. Négociation de valeur, délai, exclusivité, pourcentage. Pendant 3 heures, François dirigea la discussion avec la compétence habituelle, mais avec une différence cruciale. Toutes les 15 ou 20 minutes, ses yeux cherchaient Léonie, vérifiant qu'elle allait bien. La petite fille tint sa promesse de rester calme, concentrée sur ses dessins et regardant occasionnellement la tablette. À un moment donné, lorsque la négociation atteignit une impasse sur les valeurs, François remarqua qu'elle s'était endormie sur ses dessins, la tête appuyée sur ses bras croisés. « Messieurs, faisons une pause de 15 minutes, » suggéra-t-il. Se levant, avec précaution pour ne pas la réveiller, François prit Léonie dans ses bras et l'emmena dans son bureau particulier, adjacent à la salle de réunion. Il l'allongea sur le canapé en cuir et la couvrit de sa propre veste. Ce fut à ce moment, en l'observant dormir paisiblement, qu'il réalisa à quel point sa transformation était complète. Auparavant, ce bureau était son refuge, l'endroit où il passait plus d'heures que dans sa propre maison. Maintenant, en P66, regardant autour de lui, il ne voyait qu'un espace de travail, important certes, mais qui n'était plus le centre de son existence. Le centre était là, dans cette petite personne qui respirait doucement sous sa veste. Quand il retourna à la salle de réunion, il trouva John Ramirez en train d'observer les dessins que Léonie avait laissés sur la table. « Votre fille a du talent », commenta le dirigeant pointant un dessin en particulier. « Celui-ci a attiré mon attention. » François s'approcha pour voir. C'était un dessin différent des portraits habituels de la famille. Celui-ci montrait un homme en costume, clairement François, assis à une grande table avec plusieurs autres, hommes en costume. À côté, séparés, une petite fille dessinait. Au-dessus de tout, en lettres colorées, était écrit « Mon père travaille ». Elle a bien saisi l'essence de notre réunion, plaisanta John, mais son regard était sérieux. Quand il continua, « Vous savez, Dumont, j'ai 3 enfants. Quand l'aîné avait l'âge de votre petite, j'étais tellement occupé à construire ma carrière que j'ai manqué beaucoup de moments importants. Je donnerais n'importe quoi pour revenir en arrière et mieux équilibrer les choses. » François acquiesça, sentant le poids de ses paroles. « J'apprends cet équilibre maintenant, » admit-il. « C'est pour cela que je suis disposé à accepter votre dernière proposition avec une condition, » continua Ramirez, surprenant François. « Réduisons les réunions présentielles mensuelles à trimestrielles. Les visioconférences fonctionnent suffisamment bien pour la plupart des mises à jour. Ainsi, vous gagnez plus de temps avec votre fille et moi avec ma famille à San Francisco. » Quand la réunion se termina finalement, avec un accord signé qui dépassait les attentes initiales, François ressentit un étrange mélange de satisfaction professionnelle et de gratitude personnelle. Léonie, déjà réveillée et dessinant, à nouveau leva les yeux quand il s'approcha. « Vous avez conclu l'accord » demanda-t-elle, utilisant l'expression qu'elle avait entendue tant de fois dans les appels d'affaires de « François ?»« Oui, » répondit-il en souriant, « et tu as été mon porte-bonheur. » Sur le chemin du retour, François fit un détour impulsif, s'arrêtant devant une glacerie sur la promenade des Anglais. « Pour célébrer l'accord, » expliqua-t-il. Quand Léonie le regarda interrogative. Assis à une table extérieure, avec la mer de Nice s'étendant devant eux, père et fille savouraient leur glace dans un silence confortable,
rompu seulement par le bruit des vagues et des mouettes. Ce fut Léonie qui parla finalement, sa petite voix se perdant presque dans la brise marine. « Monsieur François, je peux vous demander quelque chose. »« Bien sûr. »« Pourquoi vous m'avez appelé votre fille devant ces hommes en costume, François ?» Réfléchis à la question un moment, observant le visage expectatif de Léonie. Comment expliquer quelque chose qu'il était encore en train d'assimiler lui-même? Parce que c'est comme ça que je te vois, Léonie, comme ma fille. La petite fille absorba la réponse, remuant distraitement sa glace au chocolat avec la cuillère. Même si le juge n'a pas encore décidé, même dans ce cas, certaines choses n'ont pas besoin d'un juge pour être vraies. Elles sont dans le cœur. Léonie sourit, un de ces sourires lumineux qui semblaient éclairer tout son visage. « Alors, je peux vous appeler papa, pas Monsieur François ?» La question, si simple et en même temps si significative, fit déglutir François, luttant contre l'émotion qui menaçait de déborder. « J'adorerais que tu m'appelles papa. »« D'accord, papa, » testa Léonie, comme si elle expérimentait la saveur du mot. La veille de l'audience, François n'arriva pas à dormir. Il se retournait, dans son lit, imaginant tous les scénarios possibles, du meilleur au pire. Et si le juge considérait qu'un homme célibataire, bourreau de travail, sans expérience préalable avec les enfants, n'était pas apte à élever une petite fille, et s'il déterminait que Léonie devrait aller dans une famille traditionnelle, avec une mère et un père, et si on découvrait un parent biologique qui revendiquait la garde? Vers 3 heures du matin, il se leva et alla dans la chambre de Léonie, juste pour s'assurer qu'elle allait bien. La petite fille dormait paisiblement, serrant l'ours en peluche qu'elle avait reçu lors de sa première visite au centre commercial. François l'observa quelques minutes, émerveillé par à quel point sa vie avait changé depuis que cette petite personne y était entrée. En revenant au salon, il trouva sur la table une enveloppe que Madame Martine y avait laissée plus tôt. « Pour que vous lisiez avant l'audience », avait-elle dit avec son style pratique. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite, d'une calligraphie simple mais soignée. « Monsieur François, je travaille comme employé de maison depuis 40 ans et j'ai vu beaucoup de choses dans cette vie. J'ai travaillé dans des maisons où les parents regardaient à peine leurs enfants, où les enfants étaient traités comme des nuisances. Et j'ai travaillé dans des foyers pleins d'amour, où être une famille allait bien au-delà du sang. Ce que vous et Léonie avez construit ces derniers mois est rare et précieux. Je vois comment vous avez changé pour elle, comment vous apprenez chaque jour à être un meilleur père. Je vois comment elle s'épanouit sous vos soins, comme elle vous fait confiance, comme elle se sent en sécurité pour la première fois de sa vie. Dieu sait ce qu'il fait. Ce n'était pas un hasard si cette petite fille est entrée dans ce restaurant juste à votre table. C'était un dessein divin. Vous aviez besoin l'un de l'autre. Demain, devant le juge, souvenez-vous de cela. Vous êtes déjà une famille dans ce qui compte. Le papier ne fera que confirmer ce que le cœur sait déjà. Je prierai pour vous. Madame Martine. François relut la lettre plusieurs fois, sentant un calme graduel remplacer l'anxiété qui le dominait. Madame Martine, avec sa sagesse simple, avait mis en mots ce qu'il ressentait mais ne parvenait pas à exprimer. Le lendemain matin, quand Léonie apparut dans la cuisine vêtue de sa plus belle robe, les cheveux soigneusement coiffés par Madame. « Martine !» François était déjà prêt, étonnamment tranquille. « Papa, tu crois que le juge va m'aimer » demanda-t-elle, ajustant nerveusement la ceinture de sa robe. « Impossible de ne pas t'aimer » répondit François, avec une certitude qui venait du fond du cœur. Ensemble, main dans la main, ils marchèrent jusqu'à la voiture. Quel que soit le résultat de cette audience, François savait qu'il lutterait de toutes ses forces pour garder Léonie dans sa vie. Parce que certaines choses, comme il l'avait dit à la petite fille, n'avaient pas besoin d'un juge pour être vraies. Elles étaient dans le cœur. Le palais de justice de Nice, au centre de la ville, imposait le respect avec son architecture imposante. En cette matinée de vendredi, François et Léonie traversèrent les couloirs de marbre en direction de la salle où se tiendrait l'audience, suivis de près par Maître Lefebvre, l'avocate, et Madame Martine, qui avait tenu à les accompagner dans ce moment crucial. Léonie tenait fermement la main de François, ses grands yeux parcourant chaque détail de l'environnement, des hauts plafonds aux fonctionnaires en costume sombre qui marchaient pressés. Dans son autre main, elle portait un dossier coloré contenant ses meilleurs dessins, soigneusement sélectionnés la veille.
C'est ici que le juge travaille, chuchota-t-elle à François, impressionné par la solennité du lieu. Oui, répondit-il, à voix basse. C'est ici qu'il prend des décisions importantes. Comme si je peux rester avec toi pour toujours? Exactement. Quand ils entrèrent finalement dans la salle désignée, ils trouvèrent un environnement plus petit et plus accueillant que prévu. La juge du tribunal pour enfants, Madame Hélène Dupont, était une femme d'environ 50 ans, aux cheveux grisonnants attachés en un chignon sévère, mais aux yeux étonnamment doux derrière des lunettes à monture discrète. « Bonjour. »« À tous, salua-t-elle, indiquant les places où ils devaient en s'asseoir. Nous allons commencer l'audience préliminaire concernant le processus de garde de la mineure Léonie Petit, actuellement sous la garde provisoire de M. François Dumont. » Léonie regarda François, confuse par le nom sous lequel elle avait été appelée. « Petit est ton nom de famille, » expliqua-t-il dans un murmure. « C'est ce qui figurait dans les rares registres que nous avons trouvés sur toi. » La petite fille m'acquiesça, traitant cette information sur une partie de son identité qu'elle ignorait. L'audience commença par la présentation formelle du cas par la juge, suivie du témoignage de Véronique Dubois, la travailleuse sociale qui accompagnait le processus. Durant les 4 derniers mois, j'ai effectué des visites régulières au domicile de M. Dumont, rapporta Véronique, consultant ses notes. Initialement, j'ai identifié quelques points de préoccupation, principalement liés à l'inexpérience du tuteur provisoire avec les enfants et aux besoins émotionnels spécifiques de la mineure, qui a vécu en situation de rue pendant une période indéterminée. Léonie s'agita sur sa chaise, gênée d'entendre parler de son passé. François serra doucement sa main, un geste devenu un code entre eux. « Je suis là. » Cependant, continua la travailleuse sociale, je dois souligner l'évolution remarquable. Observez. Monsieur Dumont a démontré un engagement exceptionnel envers le bien-être de Léonie, réorganisant complètement sa vie professionnelle et personnelle pour répondre aux besoins de l'enfant. Il a participé activement à des groupes de soutien pour parents adoptifs, engagé des professionnels qualifiés pour le suivi psychologique et pédagogique de la mineure et établi une routine stable et saine. Véronique ajusta ses lunettes. Avant de poursuivre, quant à Léonie, nous observons une transformation significative. L'enfant qui présentait initialement des symptômes de troubles de l'attachement réactif et une méfiance généralisée démontre aujourd'hui une sécurité émotionnelle, un développement cognitif adapté à son âge et principalement un lien affectif authentique avec le tuteur. Son adaptation scolaire est exemplaire, avec une récupération rapide du retard éducatif. François avait du mal à croire ce qu'il entendait. La même travailleuse sociale qui avait autrefois exprimé tant de doutes sur sa capacité le complimentait, maintenant publiquement. Léonie, percevant sa surprise, le poussa légèrement comme pour dire « Tu vois ?» La juge prit quelques notes avant de s'adresser directement à François. « Monsieur Dumont, j'aimerais entendre vos motivations. Pourquoi souhaitez-vous la garde définitive de Léonie ?» François sentit tous les yeux de la salle tourner vers lui. Il avait préparé un discours élaboré avec l'aide de Maître Lefebvre, soulignant ses ressources financières, la stabilité qu'il pourrait offrir, les professionnels engagés pour aider au développement de Léonie. Mais en regardant la petite fille à ses côtés, toutes ces paroles planifiées semblèrent insuffisantes, superficielles. « Madame la juge, » commença-t-il, la voix plus émue qu'il ne l'aurait voulu, « je pourrais parler de ma capacité financière ou de la structure que je peux procurer à Léonie. Mais la vérité est beaucoup plus simple. Je veux sa garde parce que je l'aime comme ma fille. » Léonie le regarda, les yeux brillants d'émotion. « Quand je l'ai trouvée dans ce restaurant, il y a 5 mois, j'étais un homme différent. Je vivais pour le travail, pour des conquêtes matérielles, pour des chiffres sur des tableurs. Léonie m'a appris ce qui compte vraiment. Elle m'a appris à être père, à être humain, à nouveau. » François fit une pause pour contrôler son émotion avant de continuer. « Je sais que je ne suis pas le candidat parfait à l'adoption. Je suis célibataire. Je n'ai pas d'expérience préalable avec les enfants. Je commets des erreurs tous les jours. Mais j'apprends. Et je promets de continuer à apprendre pour le reste de ma vie. Léonie mérite une famille, de la stabilité, de l'amour. Et je promets de lui donner tout cela si votre honneur me le permet. » La juge acquiesça, son regard s'adoucissant un moment, puis elle se tourna vers Léonie. « Léonie, maintenant j'aimerais t'entendre. Je sais que ça peut être effrayant de parler ici devant tout le monde, mais ton opinion est très importante.
Comment te sens-tu en vivant avec Monsieur Dumont ?» La petite fille se redressa sur sa chaise, le menton levé dans une posture courageuse qui fit gonfler le cœur de François de fierté. « Je me sens heureuse, » répondit-elle simplement. « Monsieur François, je veux dire, mon papa, il prend soin de moi. Il m'emmène à l'école et m'aide avec les devoirs. Quand j'ai des cauchemars, il s'assoit sur mon lit jusqu'à ce que je me rendorme. Il a appris à faire des tresses dans mes cheveux, même si c'est difficile pour lui. Et il ne crie jamais, jamais contre moi, même quand je fais des bêtises. » Léonie ouvrit son dossier de dessin en retirant un en particulier pour le montrer à la juge. « J'ai fait ce dessin pour que vous voyiez comment est ma famille maintenant. » La juge accepta le papier, l'analysant avec attention. C'était un dessin coloré montrant 3 figures, une grande représentant François, une petite représentant Léonie et une 3e représentant Madame Martine. Ils se tenaient par la main, avec d'énormes sourires sur leurs visages, devant ce qui était clairement l'immeuble où ils habitaient. Au-dessus, en lettres colorées, était écrit « Ma vraie famille ». « C'est un très beau dessin, Léonie », complimenta la juge, le lui rendant soigneusement. « Tu sembles vraiment heureuse dans cette famille. »« Je le suis », confirma Léonie, « pour la première fois de ma vie. » Après avoir entendu le témoignage de Madame Martine et quelques considérations finales de Maître Lefebvre, la juge se retira brièvement pour analyser toute la documentation. Les minutes d'attente semblèrent s'étirer indéfiniment. Léonie appuya sa tête contre le bras de François, fatigué par la tension émotionnelle. Il caressa doucement ses cheveux, essayant de transmettre une confiance qu'il ne ressentait pas complètement. Quand la juge revint, tous se levèrent respectueusement. « C'est un cas qui mérite une considération spéciale », commença-t-elle. « D'un côté, nous avons un candidat à l'adoption qui ne correspond pas au profil traditionnel priorisé par le système. De l'autre, nous avons des preuves abondantes qu'un lien familial authentique s'est déjà établi, avec des résultats extraordinairement positifs pour l'enfant en question. » Elle ajusta ses lunettes avant de continuer. « L'objectif fondamental de notre législation est de garantir le meilleur intérêt de l'enfant. Et dans le cas spécifique de Léonie, il semble évident que son meilleur intérêt est de rester avec celui qu'elle considère déjà comme son père. Par conséquent, j'accorde la demande de garde définitive à François Dumont, avec perspective d'adoption plénière après la période de suivi prévue par la loi. » Léonie laissa échapper un petit cri de joie, embrassant François avec force. Lui, de son côté, sentit comme si un poids immense était retiré de ses épaules. Des larmes qu'il n'essaya même pas de contenir coulaient librement sur son visage. « Toutefois, » ajouta la juge, « je maintiens la disposition de visite bimestrielle de la travailleuse sociale pendant 6 mois supplémentaires, ainsi que la continuité du suivi psychologique de Léonie. De plus, Monsieur Dumont, vous devrez continuer à participer au groupe de soutien pour parents adoptifs. »« Avec grand plaisir, Madame la juge, » répondit François, la voix étranglée par l'émotion. « Et une dernière chose, » dit la juge avec un sourire discret. « Léonie a mentionné qu'elle vous appelle déjà papa. Souhaiteriez-vous officialiser cela en modifiant son nom en Léonie Petit-Dumont ?» François regarda Léonie, surpris par cette possibilité à laquelle il n'avait pas pensé. « Tu aimerais cela, Léonie, avoir mon nom de famille ?» La petite fille acquiesça énergiquement, les yeux brillants. « Oui, comme ça tout le monde saura que je suis vraiment ta fille. »« Alors c'est décidé, » déclara la juge, « qu'il soit noté dans les actes le changement pour Léonie Petit-Dumont. » En sortant du palais de justice, le soleil de Nice brillait intensément, se reflétant dans les flaques laissées par une averse passagère, créant de petits arcs-en-ciel sur l'asphalte. Léonie sautillait de joie, tenant les mains de François et de Madame Martine qui pleuraient ouvertement, sans aucune gêne. « Maintenant, nous sommes aussi une famille sur papier !» s'exclamait la petite fille à plusieurs, reprise, attirant les sourires des passants. « Nous devons célébrer, » déclara François. « Que veux-tu faire, Léonie ?» La petite fille s'arrêta, pensive, considérant toutes les possibilités. « Je veux aller à la plage, » décida-t-elle, finalement. « Tu dis toujours que tu vas m'apprendre à nager, mais tu es toujours occupé. » François échangea un regard avec Maître Lefebvre, qui fit un signe compréhensif. « Les documents peuvent attendre jusqu'à lundi, » assura l'avocate. « Allez célébrer ce moment. » Quelques heures plus tard, sur la plage de la promenade, avec le soleil commençant à se coucher à l'horizon,
François observait Léonie construire un château de sable élaboré, avec Madame Martine l'aidant, patiemment. Il avait pris sa journée, chose impensable auparavant, et éteint complètement son téléphone portable. Le monde des affaires pouvait attendre. Assis sur le sable, contemplant la mer qui s'étendait à l'infini devant lui, François réfléchissait aux étranges chemins du destin. S'il n'avait pas décidé de dîner seul dans ce restaurant précis, cette nuit précise, s'il n'avait pas été si distrait qu'il n'avait même pas touché à sa nourriture, si Léonie n'avait pas trouvé le courage de s'approcher de sa table, tant de coïncidences improbables qui, ensemble, avaient complètement changé le cours de deux vies. « Papa, viens voir mon château !» appela Léonie, faisant signe avec enthousiasme. François se leva, secouant le sable de ses vêtements, et marcha vers elle. Le château était une construction impressionnante pour une enfant de 7 ans, avec des tours, un fossé, et même de petits drapeaux faits de bâtonnets et de feuilles. « C'est le château de notre famille », expliqua Léonie, pointant les différentes sections. « Cette grande tour, c'est toi, celle à côté, c'est Madame Martine, et cette petite, c'est moi. Et ici devant, c'est le jardin où nous allons planter des fleurs de toutes les couleurs. » François s'accroupit à côté d'elle, admirant la créativité et le symbolisme de la construction. « C'est incroyable, Léonie, tu as du talent pour l'architecture. » « C'est quoi l'architecture ? Ce sont les personnes qui conçoivent des maisons, des immeubles, des villes entières. » Les yeux de la petite fille brillèrent à cette possibilité. « Je peux être architecte quand je serai grande et construire des maisons pour les enfants qui n'en ont pas. »« Tu peux être ce que tu veux, » répondit François, ressentant une vague d'amour si intense qu'elle faillit le déséquilibrer. « Et je serai à tes côtés pour soutenir chaque pas du chemin. » Léonie sourit, ce sourire lumineux qui était devenu le centre de l'univers de François, et retourna travailler sur son château, ajoutant maintenant de petits coquillages comme décoration. Madame Martine, percevant que père et fille avaient besoin d'un moment en tête-à-tête, s'éloigna discrètement en direction des vendeurs d'eau de coco. François s'assit à côté de Léonie, l'aidant à creuser le fossé plus profondément autour du château. Ils travaillèrent en silence pendant quelques minutes, appréciant simplement la compagnie l'un de l'autre, le son des vagues se brisant doucement sur la plage, la brise marine rafraîchissante en cette fin d'après-midi. « Papa, » dit finalement Léonie sans détourner les yeux de son travail. « Tu savais que j'ai prié pour te trouver ?» François arrêta ce qu'il faisait, surpris par cette révélation. « Tu as prié ?»« Oui, » confirma-t-elle, toujours concentrée à lisser le sable d'une des tours. « Tous les soirs, quand je dormais dans la rue, je demandais à Dieu de m'envoyer quelqu'un qui prendrait soin de moi, quelqu'un de bien. J'ai demandé pendant si longtemps que j'ai presque abandonné. Puis, cette nuit-là au restaurant, quand je t'ai vu seul avec cette assiette pleine, j'ai senti que je devais te parler, comme si quelqu'un me poussait. » François sentit un nœud dans sa gorge. « Et qu'as-tu pensé quand tu m'as vu pour la première ?» Vois, Léonie leva enfin les yeux, rencontrant les siens avec cette franchise déconcertante que seuls les enfants possèdent. « J'ai pensé que tu avais l'air triste, même en ayant tant de nourriture et de beaux vêtements. Tes yeux étaient tristes, maintenant ils ne le sont plus. » La simplicité de cette observation toucha François profondément. C'était vrai. Il avait été un homme triste, vide, sans même s'en rendre compte. Concentré sur des conquêtes externes, il avait oublié de nourrir ce qui comptait vraiment. Léonie n'avait pas seulement été sauvée par lui, de bien des façons, elle l'avait sauvée aussi. « Tu sais pourquoi mes yeux ne sont plus tristes ?» demanda-t-il, écartant une mèche de cheveux qui tombait sur le visage de sa fille. « Pourquoi ? Parce que je t'ai trouvé. » Léonie sourit, ce sourire capable d'illuminer le monde entier, et jeta ses bras autour du cou de François dans une étreinte serrée. Pendant un moment, ils restèrent ainsi enlacés sur le sable, le château temporairement oublié, sentant simplement la solidité de ce lien qu'aucun tribunal, aucun document, aucune loi n'avait créé, juste reconnu. Quand ils se séparèrent, Léonie avait les larmes aux yeux, mais souriait. « Maintenant, nous aurons le même nom de famille, » dit-elle, comme si elle venait de s'en souvenir. « Léonie Petit-Dumont. Ça sonne très bien, » approuva François. « Mais tu sais ce qui serait encore mieux ?» demanda-t-elle avec une expression soudaine d'inspiration. « Quoi ? Si nous avions une maison avec jardin, pas seulement un appartement, pour que je puisse planter de vraies fleurs, pas seulement en sable. » François rit, surpris par la tournure de la conversation. « Vraiment, tu aimerais une maison avec jardin ?»« Oui,
avec une balançoire dans l'arbre et de la place pour un chien. J'ai toujours voulu avoir un chien. François n'avait jamais envisagé de vivre dans une maison. L'appartement de luxe au dernier étage, avec vue sur la mer, avait toujours semblé le symbole parfait de sa réussite. Mais regardant maintenant Léonie, son enthousiasme en parlant de jardin, de balançoires et de chiens, il réalisa que c'était peut-être le moment de redéfinir ce que signifiait le succès dans sa vie. « Tu... sais quoi ?» dit-il, prenant une décision impulsive. « Je pense que nous pouvons commencer à chercher cette maison, avec un très grand jardin pour toutes les fleurs que tu voudras planter. » Les yeux de Léonie s'écarquillèrent d'excitation. « Vraiment ? Et nous pourrons avoir un chien aussi ? Un chien, un chat, même un perroquet, si tu veux. Merci !» cria-t-elle, se jetant à nouveau dans ses bras avec tant de force que tous deux tombèrent sur le sable, riant. Madame Martine, revenant avec 3 os de coco, les trouva ainsi, couverts de sable, riant sans arrêt, le château partiellement détruit dans la chute, mais aucun des deux ne semblait s'en soucier. « Que s'est-il passé ici ?» demanda-t-elle, amusée par la scène. « Nous allons avoir une maison avec jardin, Madame Martine, » annonça Léonie, riant toujours. « Et un chien ?»« Ah bon ?» répondit la gouvernante, haussant les sourcils vers François. « Et quand avons-nous décidé cela ?»« À l'instant, » répondit-il, se levant et aidant Léonie à faire de même. « Nouvelle décision pour notre nouvelle famille. » Tandis qu'il savourait l'eau de coco, observant le soleil qui commençait à se coucher à l'horizon, colorant, le ciel de ton orangé et rosé, François ressentit une paix qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Là, sur cette plage, avec ces 2 personnes qui étaient devenues sa famille, il comprit finalement ce que sa mère avait essayé de lui dire tant d'années auparavant dans cette lettre qu'il avait trouvée dans le tiroir. Le vrai sens de « la vie était d'être responsable de quelqu'un qui ne pouvait rien rendre en retour, seulement de l'amour ». Léonie, comme si elle lisait dans ses pensées, appuya sa tête contre son épaule, soupirant, contente. « Le meilleur jour de ma vie », déclara-t-elle somnolente. « Le mien aussi », approuva François, embrassant le sommet de sa tête, et c'était vrai. Parmi toutes les réussites, tous les contrats millionnaires, toutes les couvertures de magazines, rien ne se comparait à ce moment simple, assis sur le sable, avec sa fille s'endormant dans ses bras, tandis que le soleil se couchait dans la mer de Nice. François Dumont avait finalement trouvé le vrai succès, non pas dans les